Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Juste un débat, votre émission. Aujourd'hui, le professeur Grégoire Biyogo est notre invité. Professeur international émérite, président du Comité international des savants et experts africains, président de l'Institut international Cheikh Anta Diop, notre compatriote, est sur le plateau de Juste un débat pour ce nouveau numéro. Monsieur professeur Grégoire Biyogo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Il faut relever que ça fait 15 ans que vous n'avez pas été dans le pays de vos ancêtres, le Gabon. Comment cela se fait qu'une telle intelligence, qu'une telle opportunité intellectuelle pour notre pays soit restée à l'extérieur de celui-ci 15 longues années durant? Déjà, Imagré et m'honore grandement d'être ici ce matin. D'abord parce que c'est ma première télévision, en effet, depuis mon retour du pays de la Seine. L'honneur est pour nous. Voilà, et 15 ans, en effet, où j'ai pu me séparer sans le vouloir de mon très cher pays. C'est une histoire qui a commencé avec un ouvrage. J'ai écrit un ouvrage à la suite d'un prix que je venais de recevoir, le prix de la Pléiade. Et à l'époque, je me rappelle qu'il avait été intercepté par l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'honorable Guizou Bandama, qui m'a suggéré de le présenter au chef de l'État. Je suis donc allé dédier ce prix au chef de l'État, lequel m'a demandé... Vous parlez de l'ancien président Omar Bongo Ondimba. Ah d'accord, Omar Bongo Ondimba. Oui. Voilà, qui m'a demandé à cette occasion, il était très content et il m'a demandé de faire un livre et d'autres choses d'ailleurs au sujet des mémoires, etc. Et j'ai donc fait le livre. Le livre s'intitule Omar Bongo Ondimba, l'insoumis. C'était pour moi aussi une façon de penser, de réfléchir à tout ce qui concerne son art de gouverner. Voilà. Et ce livre-là devait être présenté officiellement au pays. Le chef de l'État devait faire une très grande cérémonie. Finalement, cela n'a pas eu lieu. Je ne peux pas vous dire tous les malins génies qui ont été à l'origine de ça. Et je me souviens simplement avoir finalement atterri en France, à Paris, pour me déshabituer de ce climat qui devenait infect, puisque la cérémonie dédicace n'a pas eu lieu. Jusque-y compris, aujourd'hui encore. L'ouvrage est publié, est enseigné dans les grandes facultés, mais jamais présenté au Gabon. Vous l'avez dit, professeur, vous avez commis un ouvrage qui n'a malheureusement pas été publié, mais qui est enseigné, dont le contenu est enseigné dans les principales écoles. Vous êtes par ailleurs, j'ai omis de le noter, enseignant dans des grandes universités d'Europe, de France en particulier, mais d'Europe aussi, et puis d'Afrique. Une telle valeur a été presque perdue pendant 15 ans pour le Gabon. Mais sur le plan juridique et sur le plan de votre intégrité physique, avez-vous été interdit ou menacé de rentrer au Gabon? C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à évoquer le souvenir de cette affaire, puisque, comme vous le savez, nous avons tourné la page. Oui. Et je fais partie de ceux qui regardent devant. Je dois d'ailleurs signaler que j'ai été très honoré d'avoir été appelé comme les membres de la diaspora à réintégrer le pays dans des conditions beaucoup plus autorisées. Voilà. Vous avez dit que vous avez décidé de tourner la page comme beaucoup. Justement, le 30 août dernier, la page a été tournée. Une nouvelle histoire du pays est en train d'être écrite. En fait, le pays est en train d'être réhabilité sur un plan général. Toutes raisons qui ont permis le dialogue d'Angondjé, le dialogue national inclusif que nous sommes en train d'achever ici,
Vous êtes membre de la commission politique et la sous-commission régime et institutions. Politique et institutions, c'est ça? Vous avez réfléchi avec vos collègues commissaires sur un certain nombre de réformes, sur un certain nombre de préoccupations, sur la base des 38 000 contributions de nos compatriotes. Le nombre de 38 000 évoque d'ailleurs l'intérêt que les Gabonais ont à ce que les lignes bougent et que le pays avance. Globalement, vous êtes satisfait, vous, des travaux que vous avez conduits avec vos collègues commissaires. Vous pouvez, au sortir de ces dialogues, dire oui, j'ai joué ma partition pour l'avenir de notre pays? Alors, en tant que personne ressource et expert de ce dialogue, je voudrais dire 3 choses. La première, c'est que le dialogue a permis de déconstruire, de nous déshabituer et de désapprendre l'inconstitutionnalité. C'est vraiment la grande question, inconstitutionnalité remplacée par l'ordre constitutionnel. Il fallait repenser la constitutionnalité de l'État. Ça a été le grand point qui justifiait la commission politique, c'est-à-dire finalement l'état de droit, comment rebâtir l'état de droit au Gabon après toutes les inconstitutionnalités notifiées. L'autre question était économique, comment asseoir à nouveau la compétitivité économique, comment intégrer la transparence dans le fonctionnement de ces institutions et surtout comment rassurer les Gabonais et leur donner l'opportunité de participer à cette économie. Puis il y a eu une grande commission sociale. Cette commission a répondu à la même question, celle de la maladaptation des concitoyens face à une économie potentiellement riche. Le Gabon fait partie des pays, du top 5 des pays les plus riches, à la vérité, pas seulement du continent africain. Dans les matières premières, de ces potentialités. Même dans la proportion entre les richesses et la population. Le PIB, le produit intérieur brut. Sujet du, voilà, ouais. C'est ainsi qu'on classe cette affaire. 8 000 $. Absolument, absolument. Et donc, il était important, du point de vue social, de repenser la réintégration du Gabonais dans son économie naturelle. C'était donc les 3 grands axes. Au sujet de la commission politique, il y a eu de grandes avancées dont je ne parlerai pas dans le détail. Toujours est-il que la grande affaire a été de reconstruire les bases juridiques de la légalité perdue, de la légalité oubliée. Et nous avons ensemble, dans un esprit extraordinaire, je dois avouer qu'il y avait un élan patriotique exceptionnel pendant ces rencontres où des gens venus de tous horizons, de tous bords, se sont prêtés au jeu, et cela était fait avec beaucoup de dévouement. Je voudrais aussi insister sur le fait que le nouveau paysage politique qui a été celui de ce dialogue est important puisque il y a des réformes considérables et tout le monde sait dans le schéma qui a été annoncé par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, que toutes ces résolutions seront mises en forme juridique. Par la suite, il y aura la constituante qui va les adopter. Ensuite, il y aura le grand objet, c'est-à-dire le référendum qui va lui-même finalement prendre et valider toutes ces... Voilà. Rappelez à nos téléspectateurs que le référendum est un vote par lequel on répond par oui ou non. Et cela va constituer
le troisième référendum et le deuxième du Gabon indépendant, puisqu'on a le référendum de la loi Gaston Defferre de 1958, Oui. puis celui à la suite des accords de Paris de 1994, et en 2024, 30 ans après, nous allons avoir notre deuxième référendum post-indépendance. C'est cela. Absolument, c'est correct. Un vote donc direct, intuitif personae, où le citoyen vote. Et c'est pourquoi sur le plan démocratique, il est crédité, très crédité de démocratisation, parce que le peuple vient et opte. Et là, il y aura effectivement à adopter la constitution, la nouvelle constitution, qui s'est appuyée sur celle de 1991. Par la suite, nous évoluerons certainement vers la préparation du 17 août. J'aimerais, moi, assister à ça après 15 ans et peut-être voir aussi ce fameux 30 août. Je n'étais pas encore au Gabon. Peut-être entreverrai-je toutes ces images de la toile qui ont fait un véritable rêve national. Et ce que je pourrais dire d'ores et déjà, c'est que les attentes sont grandes. Exactement. Parce que le rêve est grand. Et ce que nous avons posé comme fondation autorise à penser que d'ici quelques mois, le dispositif juridique, institutionnel, économique et social du Gabon pourrait être amené à être, non seulement à être mis en place, mais à changer systématiquement le statu quo. Il a changé le statu quo. Le statu quo économique, d'économie, nous allons en parler encore. Vous avez évoqué ici les mécanismes à rechercher pour le développement et le décollage véritable de notre potentiel, notre potentialité économique, j'y arrive. Monsieur professeur Alogo, le Gabon est un pays qui vit de rente. Nous ne pouvons pas également réfléchir sur la possibilité de passer à l'économie de marché, c'est-à-dire développer les services. On a le domaine des transports, on a le domaine des banques, on a le domaine des assurances, etc. pour accompagner la rente, parce que tous les jours on produit, ça sort, et puis ça nous revient manufacturé, on paye cher. Les mécanismes pour travailler cela n'ont pas été évoqués, si je ne m'abuse. Voilà, je ne vais pas trahir un secret de résolution, mais là vous êtes au cœur des préoccupations je dirais l'invention de la commission économique. J'ai écouté tout à l'heure le professeur Zomo qui insistait précisément sur cet aspect-là. Je ne vais pas empiéter encore une fois parce que je sais qu'il faut laisser le caractère inaugural au rapport final. Inaugural, comme on dit dans les amphithéâtres, c'est cela qui n'a pas encore été dit et qui ne doit pas être dit avant. Maintenant, je vais m'adresser à l'enseignant émérite, au transmetteur du savoir que vous êtes. Les universités du Gabon sont malades. L'université Omar Bongo, tant sur le plan structurel que sur le plan du fonctionnement régulier de l'université, a des problèmes. L'université des sciences et techniques de Massoukou, également restaurée récemment d'ailleurs, sur le plan de son infrastructure physique, mais dans le cadre du corpus général de l'enseignement supérieur au Gabon, beaucoup de choses restent à faire. Professeur, vous avez une petite idée des pistes de solutions que nous pouvons explorer pour aider le gouvernement de la République à essayer plus ou moins de résorber cette difficulté de l'enseignement supérieur au Gabon? On va dire un concept. Le concept au sujet du Gabon, par rapport au nouveau Gabon qu'ensemble nous sommes en train de bâtir, c'est le concept de science politique, aggiornamento. C'est-à-dire qu'il faut tout suspendre, il faut recommencer sur des bases plus adaptées aux standards internationaux. À propos de l'université, elle accuse entre 1 et 2 ans de retard. Il faut donc changer systématiquement pour relancer, rattraper d'abord le retard et relancer les activités. C'est la même chose au niveau de l'état de droit, au niveau de l'économie. Toutes les institutions du pays accusent de quelques retards. C'est pour ça que c'est intéressant
ce mouvement, cette vision du CTRI consistant à appeler tous les concitoyens pour bâtir ensemble cet autre Gabon, le Gabon d'après le 30 août. L'édifice rêvé par nos ancêtres, comme dit notre hymne national. Oui. L'édifice commun. J'aime beaucoup d'ailleurs cette notion que le président épingle constamment. C'est l'essor vers la félicité. Oui. Ce n'est pas un slogan, c'est quelque chose d'important. Le Gabon comporte les moyens d'entrer dans la félicité économique, dans la félicité politique et sociale. Et culturelle. Et bien entendu, c'est transversal. Tout à fait. Voilà, c'est transversal. Et je pense que par rapport à ce rêve, ce grand rêve, nous avons la possibilité, hic et nunc, comme disent les latins, ici et maintenant, d'asseoir ce rêve-là. Sur le plan des institutions, nous avons eu accès à quelques éléments. Les contributions des Gabonais, elles sont nombreuses sur ce domaine. La réforme de nos institutions, c'est-à-dire celles dont les Gabonais estiment qu'elles sont budgétivores, et que sur le plan de l'impact au niveau de leur quotidien, ils ne voient rien. Ils ont cité quelques-unes que moi je ne vais pas citer non plus ici, mais qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Cela passe par la suppression de certaines institutions qui sont plutôt onéreuses, qui obèrent considérablement le budget de l'État. À ce niveau, que pensez-vous qu'un pays de 2 millions d'habitants, effectivement, comme nous le sommes, puisse avoir autant d'institutions ? Oui, cette question a été soulevée tout le long des travaux, notamment la question de l'effectif pléthorique des partis politiques, 104 pour ne pas préciser, et d'autres conditionnalités ont été définies pour que à l'avenir ce soit de grands ensembles avec plus d'exigences, plus d'adhérents, etc., etc. Donc, vous avez raison par rapport à certaines institutions. On a la médiature de la République, on a le Conseil national de la démocratie. Vous avez raison. Pour lesquels les Gabonais estiment que, Je puis vous dire, sans trahir le secret de la délibération, je puis vous dire que plusieurs institutions ont été effectivement supprimées ad litteram. Littéralement supprimé. Et il y en a même parmi que vous venez de citer, mais je n'en dirai pas davantage. Il y en a qui ne survivront pas au dialogue. Et vous avez raison, dans le processus actuel, il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est à la fois le principe de vendabilité, de rentabilité, de rassemblement et peut-être passer à pieds joints au-dessus de ce qui devenait un tout petit peu excessif et pas nécessaire. Je n'en parlerai pas ici parce que je sais qu'il y a beaucoup de concitoyens qui attendent les résultats de ce grand dialogue. Vous l'avez évoqué, professeur, nous sommes un pays d'à peu près 2 millions d'habitants, mais 104 partis politiques. Quand on part du principe que la création d'un parti politique exige qu'on ait 5000 adhérents minimum. Alors, on fait le calcul, 5000 fois 104 partis. Où trouve-t-on ces Gabonais-là? C'est-à-dire que quand on prend du premier au 104e parti, chacun en a 5000. Enfin, ça fait combien de Gabonais? Je vais même vous dire que le chiffre a été quasiment quadruplé, puisque ça ne sera pas 5 000, ça ne sera plus 10 000, ça ne sera même pas 15 000, je n'en dis pas plus. Il faut durcir, qu'effectivement, les conditions de création. Les mesures ont été draconisées pour que, précisément, il y ait de grands partis, pas nécessairement la prolifération, mais de grands partis avec la possibilité de mettre en relief l'esprit républicain, la contradiction au sein des hémicycles, l'expertise, la compétence, des projections pour que ce nouveau Gabon
bien sûr, conserve les reliquats de l'équilibre régional, mais aille davantage vers la méritocratie. C'est de ce Gabon que nous rêvons. Un ancien Premier ministre de la République a déclaré il y a quelques semaines, il y a quelques mois, qu'il fallait supprimer le poste de Premier ministre pour laisser au président de la République toute la latitude de gouverner. C'est une expérience que le Gabon a connue sous le président Eléomba, sous Omar Bongo jusqu'à 1975, date de la création du poste de Premier ministre, chef du gouvernement. N'est-il pas effectivement possible de revenir à cette posture pour permettre au président de la République, élu par les Gabonais, de pouvoir librement mettre en pratique son programme de société? Alors, je vais vous dire, constitutionnellement, ce problème ne devrait pas se poser. Parce que le Premier ministre, ce n'est pas un poste électif. Mais la Constitution dit qu'il est désigné par le chef de l'État pour faire la politique, pour exécuter la politique du chef de l'État. Son programme de société, après élection, est mis en application par un Premier ministre qui, a priori, n'en rajoute pas, mais met en œuvre la politique, la vision, le programme général du chef de l'État, du président de la République. Donc, maintenant, il y a eu effectivement des malentendus. C'est ce que j'appelais au début de notre entretien les inconstitutionnalités qu'il fallait en guérir. Il y en a eu plusieurs, des glissements. C'est vrai que les 38 000 contributions des contribuables nous disent cette volonté forte de changer de régime. Je puis vous dire que cela a été changé, sans dire lequel. Régime présidentiel fort. Il semblerait que le penchant se fasse de ce côté. Il tire la chose et a finalement tiré la chose. La ministre me comprendra, ce n'est pas moi qui ai avancé la chose. Effectivement, ça risque, mais c'est à elle de préciser. En tout cas, on n'aura plus droit à cette affaire de Premier ministre. Même s'il y aura certainement un chef de gouvernement à l'américaine. D'accord. Donc, je pense qu'ils n'ont plus à se soucier de cela si l'on s'en tient aux résolutions des commissaires. Et en même temps, dans le cadre de la réforme des institutions, des entités comme, je vais faire un petit décalage sur, comme disent les jeunes au quartier, sur le côté, la culture est ce qu'il nous reste lorsqu'on a tout perdu, disait un sage. Est-ce que les conditions de nos créateurs d'œuvres de l'esprit ne sont-ils pas de nature à ce qu'on les cantonne dans un régime juridique bien précis? Je parle des droits d'auteur et des droits voisins, les peintres, les conteurs, donc les biens matériels et immatériels de notre culture. Est-ce que, dans le cadre de la réforme des institutions, il n'aura pas été possible de penser à cette frange de la société qui garde le village? Vous avez raison de soulever ce problème parce qu'aujourd'hui, la culture n'est pas bien perçue, jusque y compris dans notre pays. Ce qu'il faudrait, c'est d'arrimer la culture à l'économique, au diplomatique, parce qu'on parle aujourd'hui de diplomatie culturelle, d'industrie culturelle. Et donc, ce qu'il faut, c'est effectivement de coordonner et bien sûr de donner un statut juridique à tout ce qui était resté épars, indistinct, le statut de l'artiste entre autres, mais il y a plus que ça, il faut encadrer juridiquement le statut même des objets d'art, des artistes, les objets d'art qui aujourd'hui constituent la plus belle part de la plus-value économique dans les autres pays. On a vu le problème avec le masque franc à Paris, au musée du Louvre. Le fameux masque Nguil. Voilà. Le fameux masque Nguil. Et il y en a plusieurs comme ça au Gabon, mais qui ne sont pas encore vendus. J'étais récemment à un colloquium international où j'ai parlé de cette question en montrant que ce qui allait être de retour, comme vous le savez, nous sommes à l'heure du retour de la restauration des objets d'art. La rétrocession, la restauration des objets d'art africains qui étaient allés en colonie.
et qui doivent donc revenir. Mais en revenant, et là votre question est intéressante, Comment les il conserver? faut statuer, il faut conserver, il faut introduire le principe de cotation, surtout que là nous rentrons dans des jumelages de villes entre les Libreville et les autres grandes villes, et il faut des salons d'exposition pour la valorisation de la cotation de ces œuvres. Il faut peut-être aussi regarder à nouveau la question de la diplomatie culturelle, comment nos artistes peuvent avoir un statut diplomatique. Visibilité internationale. Ah d'accord, statut diplomatique. C'est-à-dire passeport de service au moins. Diplomatique, parce qu'ils, entre guillemets, ils vendent le Gabon à l'extérieur. J'en rappelle, moi, à Paris, lorsque le président Mitterrand allait dans son Concorde, il y avait bien sûr les membres du gouvernement, il y avait les financiers, les hommes d'affaires, mais à côté, il y avait les grands artistes, les acteurs culturels, les intellectuels, on appelle effectivement les acteurs, les producteurs, les acteurs culturels qui étaient là. Et quand il arrivait dans un pays, chacun allait vaquer à ses occupations intellectuelles, artistiques, politiques, économiques, et que sais-je encore. Professeur Grégoire Biyogo, on a fini les travaux sur le plan technique du dialogue national inclusif. Mardi 30 avril, les résolutions seront présentées au président de la transition, au président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Cotter Oligui Nguema. Sur un plan global et personnel, professeur Grégoire Biyogo, êtes-vous serein et confiant pour l'avenir de notre cher et beau pays, le Gabon? Généralement, je suis perspectiviste. Je regarde les perspectives sans augurer de leur qualité, pas de négation, pas de positivité. Je suis déridien, ça veut dire que pour nous, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que l'instant présent. Et je pense que ce qui me fait présumer un avenir serein, c'est d'abord l'esprit de discipline des militaires. La discipline est ce qui manque aux civils. Et avec les militaires, on a vu déjà le premier résultat de l'hygiène financière, avec le fait de ramener des fonds dont l'absence était de nature à déstabiliser tout le système financier gabonais. Tout à fait, l'investissement de l'État. Et tout le reste. Oui, et tout sûr, le reste. Et lorsque vous regardez le rapport de proportion entre les montants accumulés et la paupérisation. Galopante. C'est pourquoi je parle dans mes travaux de la dépaupérisation. Il faut dépaupériser. Je pense que les militaires, avec la discipline d'une part et de l'autre, il y a une autre grande vertu qui est la leur, l'abnégation en vertu de laquelle ils sont prêts à ôter la vie pour défendre la patrie. Ces deux vertus, me semble-t-il, en dehors de leurs qualités académiques, puisqu'il y a une académie militaire, il y a la possibilité pour tout le continent africain, cette fois-ci, d'espérer que le régime civil pourrait être largement suppléé par le régime, bien sûr démocratique, mais conduit par des militaires. Nous regardons avec une attention particulière ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger et en Guinée. Et même là au Tchad, voisin de la CEMAC. Depuis peu, oui, mais surtout ce qui se passe au Gabon. Je pense que l'avantage du chef de l'État actuel est qu'il ait survécu au cataclysme. Il a traversé les régimes les plus compliqués. Il est donc quelqu'un qui sait porter le poids de ce qui était là et qui saura se projeter pour voir à partir des erreurs accumulées la possibilité. Moi, je suis paupérien. Karl Popper nous dit que
c'est avec les erreurs qu'on atteint la hauteur. L'expression est la suivante, errata mathemata. Les erreurs nous rendent mathématiciens, les erreurs nous corrigent. Et je pense que cet homme qui gouverne ce pays a besoin qu'on lui donne l'industrie, l'artillerie, l'intellectualité, l'accompagnement pour que le Gabon devienne, comme certains pays voisins, en quelques années, en tout cas, le top des 5 grands pays du continent africain. Je voulais aussi, avant de terminer, je pense Je vous en prie. à mes nombreux fils dans le monde. Je pense à Kémy Séba, je pense au Cameroun, je les ai sur toute la planète, qui me disaient oui, mais bon, n'oubliez pas non plus les savants du monde entier. Vous l'avez dit tout à l'heure, je ne me souviens plus, la consécration du 5 octobre, du 5 octobre, à Bruxelles 2014. Voilà, vous avez bonne mémoire. J'avais été consacré savant. Je dis ça parce que dans le monde entier, je suis sûr d'une chose, c'est que cette communauté-là a envie aussi d'apporter sa contribution dans ce pays. Et je voudrais voir dans l'abnégation, le dévouement, l'expertise qui se sont articulés autour de cet événement du dialogue, le présage, la présomption d'un tout autre Gabon. Un tout autre Gabon auquel nous, ici, et ceux dans tout le pays, rêvent. Madame, Monsieur, juste un débat est fini pour aujourd'hui. Nous recevions le professeur Grégoire Biyogo. Nous nous retrouvons la prochaine fois. Merci.